aujourd'hui, on est en présence de plusieurs personnes, des auteurs, des collaborateurs, des personnes qui utilisent le volume. Et on a voulu, après réflexion, un peu la genèse de la rencontre, c'était justement des professeurs qui utilisaient en ce moment et qui maximisent l'utilisation du volume, de la version qui sont entre leurs mains. Puis ensuite, on va explorer aussi le matériel pédagogique qui est utilisé ou non, puis dans différentes perspectives justement qui a été évoqué un petit peu antérieurement. On a les auteurs de toutes les activités interactives, on a plein d'outils justement qui vont vous permettre de, à mon avis, gérer votre temps un petit peu plus efficacement avec des choses qu'on a voulu explorer, donc des ateliers pédagogiques également. Donc, je vais vous laisser vous présenter, messieurs, dames, du Cégep de Bois-de-Boulogne, puis peut-être aussi des auteurs qu'on a en présence aussi aujourd'hui. Donc, je vous laisse Monsieur Winas, Monsieur Côté, Monsieur Lévesque, Madame, là, je ne vous vois plus nécessairement. Ah, Madame Sonia, OK, je vous ai lu. Donc, je vous laisse vous présenter, puis allez-y, vous pouvez commencer, puis je vais pouvoir partager mon écran éventuellement. Bon, j'y vais, je casse la Ouais, glace. Donc, Stéphane Lévesque, je suis prof évidemment au département d'informatique à Bois-de-Boulogne. Et cette session-ci, j'ai donné pour la première fois donc le cours SN1, donc programmation en sciences. Éric, vas-y. OK, je vais y aller. Ben, Éric Ouinard, je suis prof également à Bois-de-Boulogne. Je l'ai donné la session dernière et cette session. Là, je suis rendu à 10 groupes que j'ai donné le cours en 2 sessions. Excellent. Monsieur Côté? Georges Côté, moi aussi, c'est la deuxième fois que je l'ai donné à l'automne, donné à l'hiver. J'avais un peu moins de groupes que Éric, mais j'ai eu bien du plaisir quand même. Madame Sonia? Oui, bonjour Sonia Gounard. Moi, c'est complètement sur un autre bord. Moi, j'ai validé le contenu du livre. J'ai été sur le comité de révision. Puis comme j'ai été sur le comité de SN pendant quelques années lors de l'élaboration du programme, donc je suis ici, je suis curieuse de connaître l'aboutissement. Voilà. Excellent. Peut-être aussi, je vous laisse la parole, Monsieur Charret, si ça vous tente de laisser un petit mot, Benjamin, ou encore Monsieur Séguin, là, allez-y, je vous écoute. Oui, bon, j'ai participé à titre de co-auteur. J'ai enseigné à 3 groupes à la session d'automne. J'ai participé à l'élaboration de certaines activités. OK. Voilà. Moi, je suis plus là pour entendre ce que les gens ont à dire. Excellent, merci beaucoup. Et Monsieur Tardy? Oui, ben bonjour. Moi, je suis Benjamin Tardif. Je suis un des co-auteurs du livre également. Je ne suis pas un prof d'informatique, je suis un prof de physique avec mon collègue Marc Séguin qui est là aussi. Puis c'est ça, nous, on voulait, dans le fond, donner une espèce de petite touche scientifique au livre, là, s'assurer qu'il y a des problèmes avec des contextes un peu scientifiques, puisque ça s'adresse quand même à la clientèle des sciences de la nature. Donc, c'est ça, je suis très curieux de savoir comment les gens comment ça va avec le livre, si ça va bien, puis s'il y a des côtés qui vont moins bien, ben gênez-vous pas. C'est pas parce que les auteurs sont là qu'il faut, qu'il faut pas dire les vraies affaires. Là. Nous, on est là pour savoir comment ça va. Puis s'il y a des choses qu'on peut améliorer, ben, ça va nous faire plaisir d'entendre vos commentaires, puis savoir ce qu'il y en est. Excellent. Je vais me diriger dans les plus interactifs. Et pour toute la séquence ici, on ira un petit peu plus tard là, sur le comment. Là. Je pense que c'est quand même assez intuitif. Je vais aller dans le livre ici. Désolé, on a plusieurs volumes de niveau collégial universitaire. On a ici la version numérique. Donc, je clique directement sur la version. Et je me suis mis tantôt l'ordre du jour en documents justement qui vont me permettre d'accéder à l'ordre du jour de la rencontre. Et voilà. Donc, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, l'intention de la rencontre, c'était surtout une rétrospective un peu de l'équipe de Bois-de-Boulogne. Qu'est-ce que vous avez vécu? On a une petite rencontre ici, une présentation rapide des intervenants, un livre en informatique, une bonne idée, oui ou non. Ensuite, parce que vous n'êtes pas habitués nécessairement, les professeurs en informatique, d'avoir enfin un volume qui va aider l'étudiant comme référentiel, comme outil un peu de base comme référentiel pour
comment je pourrais dire, donc pour compléter son cours de 45 heures. Et ensuite, ici, on va passer au travers des suggestions d'utilisation du manuel en classe, donc de la première à la 4e session, selon votre séquence de cours. Quelques obstacles du cours. Tantôt, on parlait d'IA. C'est un gros obstacle. Comment est-ce qu'on fait pour contourner ça? Quels sont les outils qu'on peut utiliser? Puis à ce moment-là, bien, chacun d'entre vous, vous allez pouvoir justement entendre quels sont les trucs de chacun. C'est quand même un bon enjeu. Ensuite, on va aller dans les outils pédagogiques sur I+, donc les activités interactives, les activités d'interaction, les liens, fichiers Python et compléments intégrateurs. Puis ensuite, on a une période de questions d'à peu près 10 minutes. Donc ça, c'est quand même assez simple comme ordre du jour. Est-ce que tout est beau pour ça? Semble bien? Oui. Excellent. Donc, ce que je pourrais faire, j'arrête mon partage. Peut-être à tour de rôle, moi, je lance l'idée justement de, OK, qu'est-ce que vous avez reçu? Quel a été votre choix, puis pourquoi a été ce choix de livre-là? Puis ensuite, comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce que vous avez vécu avec vos étudiants? C'est un peu l'intention aujourd'hui de la rencontre. Fait que je vous écoute. Voulez-vous que je réponde? Oui. OK, parce que moi, j'étais sur le comité d'élaboration en sciences de la nature. Donc, j'étais sur le comité qui a monté le programme. Et puis, au fur et à mesure que je voyais ça, je me vais en tête un peu, finalement, l'idée, je pensais que j'allais faire des notes de cours initialement, où est-ce qu'on pourrait introduire les notions ou essentiellement faire des graphiques au fur et à mesure qu'on introduisait les notions. Et c'est cet élément-là que je me suis dit, c'est pour ça que le livre m'intéresse. Parce que les graphiques en Matplotlib sont introduits très, très tôt. Les étudiants adorent ça, faire ça. Ils ont du fun. Et on n'attend pas. C'est pas comme un annexe à la fin où est-ce que tu as besoin d'avoir tout vu en matière. Ça vient progressivement. Donc, c'est essentiellement cet élément-là qui a fait, OK, ça correspond à ce que j'aurais fait comme note de cours. Est-ce que c'est une bonne idée de prendre un livre? La tâche est excessivement lourde. Hein? C'est des cours de 3 heures. Une tâche complète, c'est 5 ou 6 groupes. C'est autour de 150 étudiants. Commencer à faire des notes de cours en plus des corrections, je pense que c'est pas une bonne idée. Donc, on a beaucoup de travail à l'extérieur de ça. Les étudiants se sentent super bien avec un livre, sont habitués à lire. On leur demande de faire des lectures et ils les font. Je vous dirais pour les 8 premières semaines. Après, ben, c'est un peu moins clair. Mais les 8 premières semaines, ils les font. Là. Je veux dire, 80% des étudiants disent oui, ils l'ont lu, ils ont tout souligné. Puis là, après, on revient, on remonte les mêmes exemples dans le même ordre à peu près. On n'a pas le temps de tout couvrir, mais ils nous suivent. Fait que ça va bien. Merci. Je peux peut-être continuer. Oui, ben, c'est ça. Le livre était choisi, avait déjà été adopté, utilisé par Éric et Georges quand j'ai reçu finalement le cours dans ma tâche. Puis c'est la première fois que j'enseigne avec un livre. Hein, on a déjà eu des recueils de notes, des trucs comme ça, mais là, le volume d'étudiants le justifie, il y a suffisamment de groupes, ça vaut la peine. C'est dans leurs habitudes, c'est quelque chose qui, je le perçois, là, qui est rassurant pour eux. De savoir qu'ils peuvent revenir, même après avoir délaissé un peu le cours d'info parce qu'il y avait une urgence en physique ou qu'il y avait un gros examen de chimie ou quelque chose comme ça. Ça a quelque chose d'apaisant, de rassurant de savoir qu'ils ont une séquence de lecture, que même s'ils ont été un peu distraits, ben, ils peuvent y revenir. Ils ont quelque chose pour se préparer aux examens. J'ai relativement peu d'étudiants qui me demandent peux-tu me donner des exercices supplémentaires? Ils en ont assez. Et ça constitue un bon survol, une bonne couverture de la matière. Alors qu'en technique, ben, quand on a un groupe ou deux, on y va effectivement plus avec des notes de cours sur mesure. On les met à jour quand les outils, quand les technologies changent, tout ça. Mais là, c'est de la matière d'introduction. Il y a quelque chose de stable. Ça vaut la peine, effectivement, d'avoir ça dans son arsenal, tant pour les profs que pour les étudiants, je pense. Ouais, si je peux rajouter, ben, premièrement, la clientèle est différente des étudiants de SN versus les étudiants d'informatique. Je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres cégeps, mais leur motivation est beaucoup plus grande. Ils vont vraiment lire le livre d'avance.
C'est sûr que, bon, c'est la clientèle. Peut-être que si on leur partageait des notes de cours, ça serait lu aussi. Mais celui-là, ils sont très, très à l'aise avec le livre. Et surtout, à la fin de la session, en préparation de l'examen, ils repassent au travers du livre, ils repassent au travers des exercices qu'on n'a pas fait. Ils posent des questions sur les questions. Et le fait qu'à la toute fin du livre, il y a les réponses aux questions, ça les aide énormément aussi. Et ils sont disciplinés. Ils résistent bien à la tentation d'aller voir la réponse puis de dire « Ah, mais oui, j'ai compris le principe. » Non, ils le font pour vrai. Excellent. J'ai l'impression que dans les obstacles du cours, hormis, je vais peut-être laisser la parole là, si toutefois vous avez d'autres commentaires là, pour renchérir, là, mais je me fais le gardien du sablier, comme on dit. Vous aviez, quand je vous ai rencontré initialement, parce que bon, on m'avait transmis un peu toute cette partie-là que vous faisiez puis que vous maximisiez. Quand on s'est rencontrés, vous parliez d'évaluation, puis semble-t-il, il n'y avait pas tant d'obstacles sur l'évaluation jusqu'à tout récemment, c'est-à-dire ce matin, vous avez parlé ardemment de l'intelligence artificielle et comment contrer et tout. J'aimerais ça vous entendre à ce sujet-là. C'est un gros point, à mon avis. Je pense qu'on a plus un lâcher-prise que d'autres choses. À chaque session, la pondération des évaluations pratiques est en train de descendre. Là. Éventuellement, ça va devenir des pratiques pour les examens. Mais bon, je te laisse parler, Stéphane. Oui, c'est sûr que c'est un modèle d'évaluation qui est différent aussi de ce qu'on voit dans des cours plus techniques et même ce qu'on faisait aussi en sim. C'est des étudiants qui mettent beaucoup plus d'importance que sur les autres programmes auxquels j'ai enseigné là, sur les évaluations formatives. Il y en a beaucoup plus qui les font. Il y en a beaucoup plus qui vont chercher du feedback là-dessus. Est-ce que c'est parce qu'ils sont habitués à ça? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent se rassurer? Est-ce qu'ils veulent se tenir à jour, voir leurs faiblesses? Je ne sais pas. C'est peut-être pas à chaque fois par amour viscéral pour l'informatique, mais bref, ils le font quand même. Donc ça change un peu la donne. Eux autres, ils n'ont pas de problème à avoir 7, 8 évaluations pendant la session. Ils ne se plaignent pas de la charge de travail ou de quoi que ce soit. C'est un peu inhabituel là, pour moi. Mais effectivement, les travaux pratiques de plus longue haleine qu'on a donnés, on voit que c'est pas quelque chose auquel ils sont nécessairement habitués. C'est pas la même formule qu'un laboratoire en chimie ou en chimie ou en physique. Donc ça change un petit peu. Et puis la tentation de l'IA est là. Nous, on travaille avec Colab. À chaque fois qu'ils mettent une cellule de code, ils ont une micro-pub pour Gemini. C'est faut le désactiver, Stéphane. Faut le désactiver, mais ils savent, ce réglage-là, ils savent le retrouver. Il y a Mme Sonia qui veut renchérir. Allez-y. Moi, c'est plus une question à l'équipe des profs. Je me demandais à quel point vous suiviez le livre. Est-ce que vous avez des supports en plus que vous leur donnez et à quel point vos examens sont calqués sur les exercices ou absolument pas? Je peux y aller, je dirais à peu près 40%. On n'a pas d'exercice exactement comme dans le livre. Les examens ressemblent plus aux espèces de travaux pratiques qu'on fait faire, mais c'est comme une fusion entre les deux. Là. Les travaux pratiques, on les construit dans le style. C'est comme des questions qu'ils ont à faire qui sont un petit peu plus compliquées que ce qu'il y a dans le livre, qui doivent répondre des tout petits programmes. Souvent des questions à plusieurs volets. À plusieurs volets, ouais, des fois. Puis c'est drôle à dire, mais les travaux qu'on leur donne sont un peu dépendants d'un truc qu'on a codé pour faire de l'exécution automatique des cellules dans les notebooks Jupyter.
Donc, tout ça est exécuté dans les processus. On les exécute de façon automatique, après on les corrige, qui sont à peu près, je dirais, 5 fois le temps de correction. Là. Sinon, ça serait vraiment quasiment impossible de corriger ça. Ça fait qu'on peut leur corriger individuellement un travail formatif à la 4e semaine. Ils reçoivent une note, la note, elle ne compte pas, puis les 150 ont reçu leur copie. Là. Okay? Okay. Et ça se fait en dedans de 8-9 heures pour ce travail-là. Là. Ce n'est pas la fin du monde. Okay? Puis ça, c'est quelque chose qu'on a codé ici. Là. Okay. Fait que c'est ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Sonia. C'est ça. Il y avait la deuxième. Oui, les travaux pratiques, qu'est-ce qu'on a habituellement, par exemple, en SIM, c'est quelque chose, c'est une question, ils doivent compléter, tandis que nous autres, c'est vraiment des questions indépendantes. Chaque cellule va couvrir une partie de la matière, donc on s'assure qu'ils ont compris les concepts. On n'est pas dans le modèle d'un TP, créer un logiciel qui fait telle chose. Là. On n'est pas là. Je ne pense pas que c'est sa compétence non plus. Non, c'est ça. Et on essaie d'avoir des trucs scientifiques, justement, pour eux autres. On fait pas des gestions d'inventaire ou des trucs comme ça. C'est vraiment... On va essayer de tracer la courbe on lance un projectile. Donc, on va essayer de tracer sa courbe, etc. On passe une chaîne de caractères et on dit que c'est de la chimie. Il faut balancer une équation chimique. C'est juste à interpréter la chaîne, mais c'est dans un contexte de chimie. J'ai une question, puis je ne sais pas à quel point, là vous parlez d'évaluation, vous parlez de séquence, puis vous parlez aussi de comment vous collez au livre. Puis là, je ne sais pas si c'est le bon moment. Il y a peut-être M. Charret aussi qui pourrait peut-être renchérir là-dessus. Là, je vous tends, ça se veut une table ronde, là. Concernant peut-être les activités interactives. Je ne sais pas si vous voulez aller là ou pas tout de suite ou tantôt. Je ne sais pas, M. Charret. Ah, ben là, je vais laisser aller l'ordre du jour, OK? Mais je voulais juste intervenir sur l'utilisation de l'IA, OK? J'ai pas de solution, OK? J'ai juste un moyen d'essayer de le contrer le plus possible. C'est qu'on a un double seuil de réussite. On a 3 évaluations théoriques, OK? Qui représentent 45% de la note de l'étudiant. Et l'étudiant doit réussir une moyenne pondérée de 50% dans ces évaluations théoriques-là. C'est la façon pas que je contourne l'IA, que j'essaie de contourner l'IA. Les étudiants sont bien au courant de ce fait-là, OK? Et je crois que ça donne une certaine motivation à travailler puis à réaliser les apprentissages qui sont attendus, étant donné ce double seuil-là. Vous voyez, on a le double seuil, nous aussi, pour l'examen final. Ce que Georges voulait parler, moi, je ne suis pas fin, j'interviens. Là. Mais double seuil pour l'examen final, ce n'est que du code. Là. Ils ont juste du code à faire, puis il faut qu'il y ait au moins 50%. Mais c'est sur papier. C'est sur papier. Et on les avertit tout le long de la session, on les avertit comme quoi que l'intelligence artificielle, s'ils l'utilisent, ils ne seront pas là pour les accompagner à l'examen final ni à l'intra. Tout à fait. C'est un bon... Tout à fait. Madame Sonia? Oui, ma deuxième partie de question, que peut-être elle est passée sous le radar, c'était à quel point la théorie dans le livre suffit dans le cours où il faut rajouter des compléments de support de cours. Je peux y aller. En fait, on n'utilise pas tout le livre. Il y a certaines parties... on ne rajoute rien au livre. Mais même, il y a des parties du livre qu'on n'utilisera pas parce que, premièrement, c'est un cours de 45 heures. La matière déborde. On aurait besoin de 75 heures là, pour passer tout le livre et vraiment approfondir tout. Donc, par exemple, le chapitre 11, on n'y touche pas. En tout cas, nous autres, personnellement, on n'y a pas touché pendant les 2 premières sessions. Il y a des parties qui ne font pas partie des éléments de compétences, par exemple, les ensembles, les dictionnaires. C'est super pratique, mais pour les étudiants, ça ne fait pas partie des compétences, donc on n'a pas le temps de les aborder. Donc, dans un sens, le livre est largement suffisant, même il couvre plus que nécessaire. Oui. Ouais.
Moi, ce que je fais en classe, là, quand je présente la matière, je me réfère à ce qu'ils ont lu, donc je le projette à l'écran, je suis les sections avec eux, puis je fais pas évidemment là, tout exécuter chaque exemple et tout ça, mais j'essaie d'en dégager dans leur section, dans leur chapitre, qu'est-ce qui est le plus important. Évidemment, je l'explique. Parfois, j'ajoute un exemple ad hoc quand ils ont des questions plus précises, mais j'essaie de me coller à l'expérience qu'ils ont eue là, quand ils ont préparé, quand ils ont préparé ça. Puis, bon, mes collègues avaient déjà une sélection d'exercices, d'exemples d'exercices pour appuyer ça. Fait que moi, je leur remplis un collab à trous. Ils ont le menu finalement. Quand on fait des exercices ensemble dans cette sélection-là, ben, je mets le code de ceux qu'on travaille en groupe. Ils ont après ça leur squelette, puis ils complètent avec les travaux à la maison, la préparation, les compléments, tout ça. Puis ils le gardent évidemment comme matériel qu'ils peuvent utiliser pour se préparer à un examen éventuellement. Est-ce que pour la séquence des cours, est-ce que vous faites exactement comme dans le livre, le chapitre 1 à... C'est très proche. Pas exactement, mais c'est très proche. Par exemple, les chapitres sur les boucles, on les a inversés. C'est un sujet qui est abordé même dans les chapitres du livre. Est-ce qu'on voit l'un avant l'autre? Donc, on a choisi de voir la boucle 4 est peut-être plus intuitive, mais je comprends qu'on puisse dire exactement la même chose de la boucle while. Donc, c'est relativement proche. Vas-y, Éric. Non, termine. Ben, j'allais parler peut-être du chapitre 12, mais... C'est ça que j'allais dire, tu peux le dire si tu veux. OK. Éric disait tantôt le fait de voir les graphiques, voir Matplotlib tout au long de la session, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, de le voir tout au début, puis de l'appliquer dans différents contextes. Ben, le chapitre 12 qui est complètement sur les chaînes de caractères, moi aussi, c'est quelque chose que j'aime bien voir tout au long parce que la manipulation de chaînes, on a ça tout le temps. Là. Il n'y a pas beaucoup de contexte où on peut écrire un outil significatif là, sans en faire ne serait-ce qu'un peu. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime saupoudrer un peu. Quand je parle des opérateurs arithmétiques, ben, j'en profite pour leur parler de la concaténation et dire hey, ben, là, vous allez peut-être essayer de comprendre c'est quoi une addition de chaînes de caractères. Là, ben non, ça n'a pas le même comportement. Voici ce que ça fait, voici comment ça s'appelle, voici combien de points ça vous donne au Scrabble de plugger concaténation. Puis, puis on y va avec ça. Donc, il y a certains trucs qu'on voit là, par opportunisme. Là. C'est le temps, ça s'y prête. La classe est réchauffée, OK, on y va comme ça. On a introduit le chapitre 12 à partir du chapitre 7 à peu près. Oui. OK. Donc, il est un peu plus transversal. Oui, moi, je l'introduis. On pourrait le refaire, là, je le ferai. Je ferai une section chapitre 12 à chaque chapitre. Petite section sur les chaînes à chacun des chapitres, ça serait parfait. Là. Écoutez ça, messieurs les auteurs. Oui. Très pertinent. On prend Merci. des notes. Ben oui, tout à fait. Là, je suis dans la version numérique, par contre. Là, est-ce que vous voulez qu'on aille un petit peu là? Est-ce que vous voulez cibler des points ou soit que vous avez beaucoup apprécié ou est-ce que, tu sais, dans la séquence du chapitre, on a vraiment la présentation du chapitre et à la fin, on a les différents exercices et des exercices supplémentaires. Là, vous êtes allé davantage dans les exercices ici à la fin du chapitre. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez pointer dans chacun des titres. Je ne sais pas, je vous laisse aller. Ouais, ça a bien je ne sais pas, mais en fait, nous, les exercices, on les choisit. Là, je veux dire, moi, je ne donne aucun exercice qui n'est pas dans le livre, à part les exercices qui sont faits comme travaux. Là. Sinon, c'est dans le livre. On a fait cette session-ci sur les CSV. On trouve que le livre ne va pas très loin sur les CSV. Là, je pense que l'aboutissement de la compétence, c'est de prendre un fichier CSV avec des vraies données et produire un graphique. Donc, ça, nous, on le fait faire. Donc, on s'est fait un exercice supplémentaire là-dessus, cette session-ci. Mis à part ça,
Il y a une place où est-ce qu'il y a des trucs sur les graphes, ça, ben, je pense que ça ne fait pas partie du devis, fait qu'on ne les fait pas. Il y a des tris aussi, je pense que ça ne fait pas partie du devis, on ne les fait pas. Mais mis à part ça, c'est pas mal ça. Merci beaucoup. Stéphane? Ouais, moi, c'est la séquence, en fait, sur laquelle je voudrais revenir. Effectivement, nous, on le donne principalement en première année. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont un parcours un petit peu atypique, là, qui ont des cheminements un peu plus sur mesure. Mais effectivement, c'est un cours qui est en première et deuxième session. C'est un choix. Ça leur donne la possibilité après ça d'aller faire un cours à option s'ils veulent creuser cette matière-là et d'en faire une de leurs sciences appliquées quand ils arrivent à la fin dans le projet intégrateur. Donc, ça nous semblait judicieux de le mettre relativement tôt. Mais il y a des fois qu'effectivement, ils n'ont pas acquis tout le bagage scientifique. Puis ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte quand on choisit nos exercices. Un de ces exemples-là, c'est par exemple quand ils arrivent avec des notions de statistiques. Il a fallu que je leur explique c'était quoi une distribution normale versus une distribution uniforme parce que c'était pas évident pour eux que lancer 2D, c'était différent de lancer 1D. Puis bon, c'est le fun. Je jouerai au dé contre eux. Puis si jamais j'ai besoin d'arrondir mes fins de mois, je saurai quoi faire. Mais, mais c'est quelque chose qui leur sautait pas aux yeux. Alors que moi comme prof, suis à l'aise avec la programmation, je ne suis pas un ancien de sciences nat. Moi, les notions de calcul différentiel, faire des dérivés, là, j'ai beaucoup aimé ça à l'époque au point de faire ça plus qu'une fois. Mais j'ai pas revisité ça depuis 30 ans. Fait que souvent, ils en savent plus que moi. Puis il y a des exemples où je me suis dit, oh non, je m'en vais pas là-dedans, je vais avoir l'air d'un crétin en avant de la classe. Donc, le choix des exemples, le choix des exercices est important en tout cas pour moi, là, il l'a été. Et c'est le fun qu'il y a une bonne variété de contenu scientifique qui a été intégré là-dedans. Puis je me rends compte que trouver des exemples en bio, c'est vraiment pas de la tarte et même en chimie. Heureusement, il y a les maths et la physique pour aller puiser là-dedans. Excellent. Merci de l'intervention. Si vous permettez, je vais repartager mon écran. Puis, je vais aller dans la version numérique. Puis bon, j'ai eu quelques commentaires je pense que c'est Benjamin qui a rajouté dans le clavardage justement le matériel qu'on peut aller un petit peu plus loin avec les notions qui sont présentées ici. Par défaut, c'est quand même assez intuitif, là, la version numérique. On a les pages à gauche, on peut les faire défiler, quoi que ce soit. On a des outils ici qu'on peut surligner, on peut partager. Le principe de base, c'est que dans le volume papier, il y a un code d'activation. Le code d'activation permet à l'étudiant de rajouter son livre, comme il le fait avec son livre de bio. Ils sont assez habitués, les étudiants. Donc, bio, chimie, physique, maths, peu importe, français, anglais, philo. Donc, il va rajouter son code qui va lui permettre d'accéder à la version numérique et des outils. Là, quand je dis « et des outils », il y a accès ici, je suis directement dans le livre ici. Vous apercevrez que la dernière fois que je suis allé dans le livre, en fait, j'accède directement à la dernière page consultée. Là, je l'ai remis à la première page là, pour les principes de la présentation. On a ici les contenus I+. Ici, c'est un petit fichier I+. On a, par défaut, on a différentes pastilles qui s'en vont vers la gauche. Vous avez des activités d'application. Ici, que je vous invite à aller parcourir. Les activités d'application ici sont téléchargées et sont directement liées avec différents outils pour aller évaluer vos étudiants. Donc, je vous invite à aller explorer ça. Pour chacun des chapitres, il y en a. Donc, je continue ici là-dessus. Vous avez dans la version numérique également, on a des activités interactives. Puis là, c'est là qui est intéressant. Puis là, c'est peut-être M. Charret aussi qui pourra peut-être intervenir là-dessus. On a des activités interactives pour chacun des chapitres et sont toujours liés avec un chapitre. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je vais aller dans, peu importe, là, les fonctions importées, je m'en vais dans le chapitre 2. On a le libellé ou l'information qui est ici. On a une série de questions qui vont aller valider les acquis ou valider les lectures de l'étudiant. Dans ce cas-ci, on parle des fonctions importées au besoin de consulter les pages 29 à 42. Et ici, d'entrée de jeu, l'étudiant, quand il vient
s'inscrire dans la bibliothèque numérique, par défaut, vous avez un code groupe. Okay? Un code groupe qui vous est alloué, qui est un code par défaut, qui est un numéro par défaut. Et l'étudiant, au lieu d'avoir les 3 petits bonhommes, comme je vais vous montrer tantôt, dans sa gestion de classe, ça va être se lier avec un professeur. Donc, il va venir se greffer avec son professeur et là, il va avoir une interaction entre le professeur qui a ses 3 ou 4 groupes ou 2 groupes. Puis à ce moment-là, il va y avoir une interaction. On va pouvoir surligner dans les passages du livre dans la version de votre étudiant directement et on va pouvoir partager de cette façon-là. D'entrée de jeu, les étudiants n'ont pas accès aux activités interactives, ils sont barrés. C'est-à-dire, vous avez différents outils ici. Par exemple, question numéro 1, bien ici, je vais faire un glisser-déposer. Désolé, là, je vais faire un peu n'importe quoi. Je vais faire comme si je jouais au dé, là, comme Stéphane disait tantôt. Je vais faire un peu n'importe quoi. Et à la fin, ben, je vais aller chercher, je vais faire soumettre tout simplement. Puis là, bon, je n'ai pas été chanceux. J'ai aucune bonne réponse et j'ai un accès ici au corrigé, c'est-à-dire la rétroaction du pourquoi, du comment j'ai une erreur ou une autre. Okay? Dans le fond, la façon que c'est présenté, c'est pour aller valider justement les acquis, même ce que l'étudiant a lu pendant son cours. Là, ici, on a un vrai ou faux, par exemple. On fait ça ici, je fais soumettre. Et là, je n'ai pas été plus chanceux. Puis là, on a la réponse et la rétroaction. Ce qui est bien là-dedans, c'est est-ce qu'on évalue souvent et est-ce qu'on corrige tout le temps? La question, c'est un petit peu comme vous l'avez exploré tantôt. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous évaluez souvent ou vous prenez la température de l'eau de vos étudiants que vous avez toujours à corriger. Ça se corrige tout seul et ça s'en va dans un beau fichier Excel. Vous allez aimer ça. Je vous invite à aller explorer cette portion-là. Et là, bon, on a différents outils comme ça ici avec différentes questions. Et c'est à l'étudiant de valider et compléter justement cette partie-là pour que le prof va pouvoir aller justement valider les étudiants si toutefois ils ont bien réussi ou non. Et on peut même, avec comment je pourrais dire, donc avec un score, mais un total, mettons, si tout le monde a 3 sur 10 en moyenne, je vais peut-être faire une rétroaction pour dire vous n'avez pas bien compris mon dernier cours, je vais revenir sur cette matière-là, puis à ce moment-là, vous revenez, puis vous faites une rétroaction, puis même une présentation dans ce sens-là. Donc, vous allez, désolé, je suis dans partager le son, blablabla. Donc, ici, ça, c'est la pastille activité interactive. On a d'autres pastilles aussi. On a les fichiers des codes de programme des manuels, donc tous des fichiers Python, des liens vers Google Colab également. Donc, quand on clique ici, on a accès. L'étudiant, en fait, comme il y a un petit libellé ici, l'étudiant a accès à tous ces chapitres-là, des pages Colab. Vous avez exactement aussi, bien, vous avez les activités interactives, les corrigés complets pour vous. Vous avez aussi les versions Word. Si toutefois vous faites des changements dans les questions et vous allez explorer cette portion-là, vous pouvez même, mettons, utiliser ces versions Word-là pour faire autre chose ou une autre programmation ou faire des notes de cours. Vous avez des compléments intégrateurs également. Donc, vous avez énormément d'outils qui vont venir justement appuyer chacun des chapitres. Puis on va un petit peu plus loin dans chacun des chapitres également. Comme M. Benjamin le disait tantôt. On a même des suggestions de plans de cours. Et pour aller plus loin, bien, tous les hyperliens qu'on retrouve dans le volume et des suggestions d'examen. Okay? Par exemple, un examen intra, il va venir se télécharger ici. Je vais aller chercher mon examen. Et voilà, j'écris le groupe, l'enseignant, la date, et tout ça est déjà monté et déjà facilitant pour la première occurrence, en fait, qu'on enseigne. On va pouvoir justement utiliser ce genre d'outils-là et aller un petit peu plus loin dans ce sens-là. Et là, vous avez quelques questions et tout ça est en version Word, donc vous allez pouvoir le changer et le modifier à votre guise. Des questions là-dessus? Là, j'ai fait un crash course en 5 minutes des activités interactives, mais là, je veux vous entendre parce que peut-être que vous n'avez pas exploré cette partie-là. Peut-être que oui, ou peut-être que vous êtes allé, puis là, vous dites, ah, il me semble que c'est trop un survol, ou je ne vais pas assez en profondeur, ou je préfère mes examens parce qu'ils sont collaboratifs avec mon équipe. Je vous écoute là-dessus. Monsieur Charret, peut-être, je ne sais pas si vous avez un point là-dessus. Vous étiez plus en tant qu'auteur sur les activités interactives, je crois. Donc, ben là, j'ai bien. Je suis intéressé à avoir des remarques des gens, OK? Mais en fait, c'est
les activités interactives, dans le fond, c'est un peu des contrôles de lecture, Ouais. de lecture et ou d'apprentissage, OK, suite à un exposé. Ça, je trouve que ça a été, les représentants, les gestionnaires de RPI ont insisté là-dessus dès le départ, OK? Ouais. Puis plus j'en faisais, plus je trouve que c'est productif, dans le sens que nous, c'est avant tout un livre, OK? Et aujourd'hui, de plus en plus, les gens vont utiliser des logiciels pour aller mesurer rapidement, par exemple Quiz, pour aller mesurer rapidement les apprentissages. Puis il y en a qui intègrent ça à tout moment dans leur enseignement, à plusieurs reprises, dans un même bloc de cours. Je trouve que cet aspect-là, OK, il est présent. On pourra en faire plus, à mon avis, pour aller chercher la clientèle qui est moins, je dirais, moins libre, si on peut s'exprimer ici, celle qui est beaucoup plus interactive, l'utilisation de l'ordinateur pour aller mesurer si les apprentissages se sont faits, et ce, à plusieurs occasions. Moi, c'est ma suggestion que j'aurais, là, c'est de encore développer ça encore plus pour aller chercher une plus grande Ouais. clientèle. Voilà. En plus, ça offre une certaine diversité d'enseignement aussi. Donc, si Oui. des fois vous êtes dans une classe, puis là, vous dites, ben, on va juste aller valider les lectures, comme vous dites, ou maximiser les apprentissages, ben, à ce moment-là, c'est une bonne façon aussi, selon le niveau taxonomique que vous les avez créés aussi, là. Oui. Autre question, commentaire? Là, j'ai fait vraiment un survol de toutes les pastilles, mais je l'ai fait. Habituellement, on peut faire 1 heure sur juste la maximisation des outils. Il y a des disciplines pour lesquelles ils vont évaluer puis ils vont prendre à peu près 50% de la note finale sur les activités interactives, ce qui est quand même assez substantiel. On parle d'anglais langue seconde, par exemple. Il y a certains profs aussi en philo, en psycho, qui vont aller chercher davantage, justement, de pourcentage sur les activités interactives, et tout dépendant comment ils sont montés, puis qu'est-ce qu'on vise aussi comme objectif, là, comme intention pédagogique. Je vous écoute. Partage, commentaires, suggestions. Peut-être des préoccupations qu'on avait ou des soucis de nature pédagogique. En fait, une de nos orientations, c'était d'essayer d'avoir un environnement qui était relativement simple pour les étudiants. Donc, une de nos préoccupations, c'est de ne pas avoir un grand nombre de plateformes. Donc, on s'est concentré, le choix de Google Colab là, comme environnement de programmation, c'était beaucoup dirigé par cette préoccupation-là. On ne voulait pas commencer à exiger des installations à la maison. Ils n'apportent pas de laptop. Il y en a plusieurs qui ont encore leur tablette du secondaire. Donc, on voulait quelque chose de très, très accessible. Donc, il y en a quelques-uns qui utilisent VS Code ou des outils comme ça, mais on voulait vraiment qu'ils puissent se concentrer sur Colab. Et donc, nos formatifs, nos exercices étaient orientés pour utiliser toujours cette même plateforme-là. Les formatifs aussi avaient comme objectif de les habituer à remplir les cellules, les exécuter, gérer la séquence d'exécution des cellules, par exemple, en mettant des importations à un endroit, les fonctions qui allaient être appelées pour répondre aux questions dans une autre cellule. On avait mis des tests aussi pour s'assurer qu'ils puissent valider. Donc, on essayait de les contenir, de les garder dans un environnement le plus familier possible. Et leur faire exporter un collab, ben, c'est niaiseux, exporter un collab, mais des fois, on recevait notre questionnaire d'origine. Puis on disait, hey, t'es sûr que c'est vraiment ça? T'es pas de réponse, là, parce que tout est vide. Donc, ça a été une de nos préoccupations. Le choix de collab, là, c'est quelque chose qu'on va garder, je pense, pour un bon bout de temps. Madame Sonia? Ben justement, pour Google Colab, je ne sais pas si c'est un bon choix pour les étudiants pour le suivi de leurs erreurs, garder leur projet par rapport versus PyCharm.
qui permet de faire du débogage, de voir vraiment un projet dans sa complémentarité. Alors, je me repose la question, est-ce que c'est vraiment un choix, suffisant? C'est sûr qu'il n'y a pas d'environnement de débogage en bonne et due forme dans Collab. On leur fait faire des bonnes vieilles traces, on leur fait afficher des résultats intermédiaires, mais du pas à pas, comme on a dans un outil professionnel, c'est sûr que c'est pas là. Malgré tout, je pense que la simplicité pèse plus dans la balance, là, mais personnellement, quand je travaille, c'est sûr que c'est PyCharm, mais j'ai pas le même nombre d'années de métier qu'eux autres. Éric? Ben, on ne forme pas des programmeurs, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est des gens qui sont initiés à la programmation. Je pense que le débogage, c'est même pas d'incompétence du ministère. Sérieusement. Moi, je trouve que Collab est tout à fait approprié. Je veux dire, Print, c'est génial pour déboguer quand tout ce que tu fais, c'est un input puis un output. Là. Je veux dire, ça va vraiment très bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y en a qui n'ont même pas d'ordi chez eux. J'ai une étudiante qui a fait son cours complet sur une tablette l'année passée. Il y en a qui sont vraiment pas familiers avec les ordis. Il y en a qu'on leur montre copier-coller. Là. Je veux dire, il faut allumer. C'est ça la réalité. Ils s'en viennent en sciences santé. Là, il faudrait qu'on gère des installations avec des environnements virtuels sur leur ordi. Il faut qu'il ait fonctionnel au collège et il faut que ça soit fonctionnel chez eux. À la maison. Oui, des fois, il y a un ordi dans la famille. Hein. Ben, on est dans un collège public, là. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui est riche. Des fois, il y a un ordi dans la famille. C'est non. Ben, s'il y en a qui veulent le faire, pas de trouble. Moi, j'ai des étudiants qui sont habitués, qui font du VS Code. Allez-y, pas de trouble. Mais pour la majorité, je pense qu'ils sont contents avec Google Colab. Ouais. Benjamin? Non, ça, je voulais juste dire, comme c'est une des premières questions qu'on s'est posées, les auteurs, quand on a écrit le livre, puis on a dit, hey, quelle plateforme on suggère? Puis on a pensé à VS Code, on a pensé à PyCharm, mais ça, en tout cas, les auteurs, on pense vraiment que Collab, c'est vraiment une bonne façon parce que c'est tellement simple. Puis on s'est dit justement, tu n'as pas d'installation, le monde peut l'utiliser, peu importe que ce soit sur un PC, sur Apple, sur Mac, ils peuvent le faire sur leur téléphone cellulaire dans le métro, puis ça marche. Tu n'as pas besoin de rien installer. Donc, en tout cas, c'est le fun de voir que vous avez un peu le même avis là-dessus, parce que sinon, comme ça peut pas être plus simple que ça. C'est vraiment. Tu peux partir dans ton premier cours, tu n'as pas besoin de. Le monde n'a rien installé à la maison, tu pars, tu ouvres Collab, tu écris une ligne de code, tu l'exécutes, bang, ça marche. Et voilà, ça c'est cool. Là. Surtout quand tu as un cours de 45 heures. Peut-être qu'en sim, là, ça vaudrait la peine de. Si tu sais que tu vas avoir des étudiants qui vont faire 4-5 cours de 75 heures, là, peut-être que ça vaut la peine d'installer PyCharm ou quelque chose comme ça. Mais je pense que pour le cours de 45 heures, ça fait la job. Là. Il y a un complément en ligne qui explique comment installer justement PyCharm, comment installer VS Code, si les gens veulent le faire. Mais en tout cas, nous, les auteurs, on était comme quand on reste avec Collab, c'est plus simple, puis je pense que ça fait la job. Là. Excellent. Merci de l'intervention. Je pense que c'est dans les hyperliens, hein, pour aller plus loin, n'est-ce pas? Je ne pourrais pas dire exactement. Non, c'est pas dans les. C'est un complément en ligne. Complément. Oui, c'est un complément en ligne. Ah, Ça complément, comment installer Python sur un ordinateur, quelque chose comme ça. C'est un complément. Excellent. Ça, c'est à la disposition des étudiants, donc c'est quand même assez simple. Excellent. Merci de l'intervention. Je me dois d'être gestionnaire du temps. Allons à la période d'autres questions ou d'autres commentaires. On est rendu là, je ne veux pas trop dépasser votre temps. Je sais que votre temps est précieux, malheureusement, de correction. Mais quoique, cette petite parenthèse-là est toujours agréable. Là. Donc, je vous écoute. Avez-vous des questions? Peu importe. Je vous écoute. Ben, je peux peut-être ajouter un petit point. Comme les étudiants en sciences de la nature utilisent plusieurs de nos titres, quand vous utilisez le volume de programmation, n'hésitez pas à nous demander des titres dans des disciplines contributives, mathématiques, physique, qui sont utilisés par vos étudiants. Donc, des fois, ça peut vous aider à faire des liens. Je sais qu'on l'a fait avec vous, prof de Bois de Boulogne. On vous a donné accès. Je pense que ça vous est utile. Donc, je ne sais pas si vous voulez commenter là-dessus. Très bon point, Caro. Puis,
comme tu dis, n'hésitez pas à Oui. nous revenir, là. Oui, que, tu sais, c'est ça, c'est- n'hésitez pas à nous demander. Oui. C'est apprécié. C'est sûr qu'on manque de temps là, pour les lire au complet, mais on cherche des exemples dans ça. On voit Application. qu'est-ce que les autres voient. Donc, c'est utile. Merci. C'est sûr que dans un petit cégep, c'est facile que tout le monde se parle, puis c'est pas une utopie, mais quand dans un gros cégep, il y a 25 profs en mathématiques, il y en a une vingtaine aussi en physique, ainsi de suite, c'est difficile d'avoir une vision macro de ce que l'étudiant voit et, je pourrais dire, subit, là. Mais tout dépendant aussi de la séquence que vous avez, fait que ça complexifie un peu la chose. Puis bon, c'est sûr que la meilleure façon, c'est de vous parler puis d'accéder justement aux différents outils que vos étudiants passent au travers. Puis Caro, c'est un très bon point. Ça va nous faire plaisir de vous donner accès justement au livre des bons vieux calculs différentiels, Stéphane, là, que tu appréciais jadis. Je vais finir par le comprendre. Ouais. Excellent. Ouais, très bon point aussi, Benjamin. Merci de l'info. Oui. Donc, on a cette ouverture à communiquer directement avec les auteurs. Donc, je pourrais peut-être terminer justement l'enregistrement. Merci beaucoup de votre présence. Merci.